Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, ce spécial cinéma, comme annoncé, est consacré ce soir au grand acteur Marcello Mastroianni, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau de spécial cinéma. La dernière fois que nous nous sommes vus, si j'ai bonne mémoire, c'était l'année Avec dernière. Michel Legrand. Oui, Il n'aime pas les acteurs. Vous avez eu le C'est un bon sentiment, musicien. vous avez eu le sentiment qu'il n'aimait pas les acteurs? Non, ouais, oui, d'après ce que j'ai écouté, il ne les aime pas, il ne les estime pas. Peut-être il voudrait bien être acteur comme Marlon Brando. Il n'arrive pas à l'être. Alors il dit que les acteurs sont des objets utilisés par les metteurs en scène. Vous étiez en colère après ça, mais vous avez rien dit. non. Pourquoi vous avez rien dit ce soir-là? Parce que vous ne m'avez pas donné l'occasion, parce que Ah l'émission... non, je vous ai pas brimé. Ah non, l'émission ne prévoyait pas ça. Alors moi, j'aurais bien aimé avoir un petit jeu avec lui. Bon, ben voilà, alors je suis complètement perdu, je ne sais plus du tout quel est le fil de ma pensée. Non, je voulais dire, la dernière fois que nous nous sommes vus avant la soirée avec Michel Legrand, c'était au Festival de Cannes. Oui. Vous étiez venu présenter Allons enfants. Alors que, quoi de neuf depuis? Que s'est-il passé dans la carrière cinématographique de Marcello Mastroianni depuis cette date? J'ai fait d'autres films, voilà, des films qui ont bien marché. J'ai fait de sympathiques choses, de belles choses, oui, depuis ce moment-là. Vous avez l'air de me dire ça sans enthousiasme. Mais non, mais c'est ma profession. On ne peut pas parler en disant oui, je fais des films extraordinaires, mes films, à mort les musiciens. Mes filles auraient pu pas avoir de la musique. J'ai fait des films, c'est la profession, c'est normal. Il Oui. ne faut jamais s'exalter avec ce qu'on fait. Bon, vous avez fait un film que nous avons présenté d'ailleurs il y a quelques mois, qui était le film de Luigi Comencini, La femme du dimanche, dont Oui. nous avions parlé. Et puis, quel autre film vous avez fait encore? J'ai fait un film qui s'appelle Todo Modo, par la mise en scène d'Elio Petri, avec Gianmaria Volonté et Mariangela Melato. Oui. Alors, si vous voulez bien, le grand public connaît l'acteur que vous êtes, Oui. mais je crois qu'il serait peut-être intéressant, au cours de notre entretien, peut-être de suivre un petit peu votre cheminement professionnel depuis le début, en prenant tout au moins les principaux points, les principales étapes. Au départ, vous êtes un technicien, c'est-à-dire dessinateur industriel, c'est ça? Oui, j'ai étudié pour être architecte. En même temps, à l'université de Rome, j'ai joué comme acteur. Il y avait un groupe d'étudiants acteurs, metteurs en scène. On s'amusait à monter des spectacles. Et comme dans la tradition classique, quelqu'un m'a vu jouer et m'a appelé à être professionnel. Alors, je suis devenu professionnel dans une compagnie de théâtre très importante, dirigée à l'époque par M. Luchino Visconti. Et je Oui. suis resté 10 ans avec cette compagnie de théâtre. En faisant du théâtre, beaucoup de En théâtre. faisant beaucoup de théâtre et en faisant l'été un petit peu de cinéma. Oui. Mais attendez, là on brûle un peu les étapes. En fait, vous avez débuté dans le cinéma, dans une compagnie cinématographique comme comptable. Oui, c'est vrai. Ça s'appelait Eagle Lion Films. C'était Oui. une compagnie anglaise. Bon. Nous, à l'époque, les vedettes, elles étaient James Mason, Oui. Patricia Rock, aidez-moi, Stewart Granger. Et moi, je disais au bureau, vous verrez un jour, je vais vous tous tuer, tous. Mais est-ce que c'est en faisant les totaux des cachets que gagnaient les acteurs en tant que comptable que vous avez Non, eu l'idée de faire non, de... non. À Rome, nous, on ne savait rien de ce qu'ont gagné les acteurs. Nous, on faisait seulement l'addition de ce que les films gagnaient en Oui. Italie. Voilà. Alors au niveau du théâtre, vous avez fait de très très grandes créations. Un tramway nommé Désir de Oui. Tennessee Williams, qui était le président du dernier festival de Cannes. Oui. Miller, La mort d'un commis voyageur, etc. Puis j'ai fait Tchekhov, Shakespeare, des auteurs italiens, Goldoni, pour 10 ans. Voilà, c'était pas mal. Vous pensez qu'un acteur, avant d'être acteur, pour connaître son métier, doit obligatoirement passer par le théâtre? Pas obligatoirement. Il y a des acteurs qui sont nés acteurs, comme tout le monde, puis en plus. Je crois que l'humanité entière est composée d'acteurs et actrices. Puis il y a qui est capable de s'exprimer, d'être à l'aise en jouant et qui ne l'est pas. Mais ils sont tous des acteurs. En tout cas, c'est évident que la routine, ce qu'on peut apprendre au théâtre, ça peut être très utile à un acteur. Mais pas parce qu'au théâtre, un acteur, il apprend à jouer. Ou vous ne savez pas jouer. Mais vous apprenez le goût, le choix, apprendre ce que sont les choses de bon goût, les choses de mauvais goût, les choses intéressantes, les choses valables, les choses qui peuvent être utiles aux autres, au public et surtout à vous-même. Parce que moi, je suis de l'avis
qu'un acteur, quand il fait une choix, c'est toujours pour lui-même. Il a besoin de trouver un personnage dans une histoire. Parce que l'acteur, c'est un homme jamais mûr. Donc, il a besoin de s'accrocher à des personnages, de s'enrichir, de se donner des couleurs. Autrement, il serait gris, il serait rien. Et c'est un besoin Mais qui... ça, c'est mon opinion. Et c'est un besoin qui est toujours pour vous constant, même Oui, actuellement. une nécessité, oui. Une nécessité. C'est une façon de escamoter, comme on dit. Oui, c'est juste. Escamoter une position en face à la vie qui n'est pas valable. Alors on s'accroche à quelqu'un d'autre qui est plus intéressant que nous, ou plus dégueulasse que nous, pour dire, voilà, je suis mieux que lui. Alors on prend le premier contact avec le cinéma. Je ne parle plus là du bureau du comptable, mais Oui. je parle des plateaux de cinéma. Pour l'homme, pour le comédien qui a fait du théâtre, etc., quel a été ce premier contact avec ce monde du cinéma? C'était dur parce que je me rappelle d'avoir fait mon premier film qui s'appelait Une dimanche doux. Oui. Maintenant, ça, c'était Luciano Emer. Je me rappelle qu'après la pause de midi, je suis parti parce que j'étais dégoûté par la façon que le metteur en scène avait de travailler. Moi, je faisais le rôle d'un flic et j'avais une fiancée. Et comme c'était très à la mode à l'époque, cette fille, elle était une femme de chambre, vraie, la femme de chambre d'un autre metteur en scène, pris comme ça et mis en face à une caméra. Et la pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Le metteur en scène lui disait, mais tu dois pleurer, tu es enceinte, tu comprends, tu es enceinte, et tu ne peux pas le dire. Et donc, tu dois pleurer. Elle ne pouvait pas pleurer, alors il l'a giflé. Moi, j'étais dégoûté, je suis parti. Parce que je ne comprenais pas. J'étais habitué au théâtre, alors je n'étais pas d'accord en face à l'idée comme ça de prendre quelqu'un dans la vie, de le maltraiter, parce qu'il ne pouvait pas, en somme, il ne comprenait pas. Et alors, avant d'être un premier rôle, d'être, appelons le mot entre guillemets, une vedette, vous avez donc passé par tout ce cheminement Oui. où l'on est un petit rôle, etc. etc. Oui, j'ai fait toute la carrière classique qu'on voyait autrefois dans les films hollywoodiens. Donc ça a été... Vu comme ça, appelé, puis les petits rôles, petit à petit, petit à petit. Donc avant d'atteindre la notoriété, la célébrité dans votre profession, vous avez suivi le cheminement pas à pas, marche par marche. Oui, comme au bureau. Oui. On commence pour dire bonjour et bonjour les chefs, et faire quelques additions, et puis un jour, peut-être on devient ministre. Et là c'est très dangereux, c'est mieux faire l'acteur. C'est très dangereux pour les autres, pas pour lui le ministre. Hein. Et vous n'avez pas eu la tentation, justement, en fonction du fait que vous me citiez tout à l'heure, d'abandonner? Parce que je pense qu'un deuxième, troisième, quatrième rôle au cinéma, ça ne doit pas être très agréable pour un acteur, non? Deuxième, troisième, quatrième rôle. Oui, c'est-à-dire quand on n'a pas un rôle important, qu'on est vraiment qu'un objet dans une distribution. Mais ça arrive, mais en tout cas, vous êtes toujours responsable, vous faites un choix. Si vous acceptez d'être ou un petit rôle, un grand rôle dans un film valable ou pas valable, c'est à vous la responsabilité. Il ne faut jamais dire la faute c'est à lui. Ça arrive quelquefois quand vous faites confiance à un metteur en scène qui puis il vous trahit. Et ça peut arriver, c'est comme un amour. Le cinéma, les films sont toujours des actes d'amour. Vous aimez un metteur en scène, il vous promet des choses, vous croyez en lui, vous l'aimez, et puis au contraire, quand on est là à tourner, vous comprenez que vous avez trop donné et qu'il vous rend rien. Je ne connais pas les mots français, en tout cas, vous m'avez compris. Mais ça arrive rarement, en somme. Mais si on fait de mauvais films, c'est inutile de dire la faute c'est à lui le metteur en scène, lui le producteur. Non, la faute c'est à nous. Et souvent on le fait parce qu'on a décidé de se faire une piscine, d'acheter une super voiture, de faire des conneries. Alors il faut payer des dettes et il faut faire le film, même s'il est On est pris dans mauvais. l'engrenage. Et moi j'aime ça. Je déteste les acteurs qui ne se sont jamais trempés dans leur vie. Alors vous faites des dettes pour continuer à tourner des films? Moi, si vous voulez, ça peut être. Moi, j'ai jamais pensé à ça, mais ça peut être une excuse. Pour se sentir toujours comme au départ. Non, mais j'exagère là. Mais il y a une certaine vérité. Mm-hmm. Si moi j'aurais une situation, comme les gens croient à travers les magazines, sûre, stable, peut-être je serais déjà fatigué de mon métier. Je suis toujours poussé, je dois travailler. Et ça me garde jeune. Alors si on prend la filmographie, votre filmographie, il y a quand même une date très importante dans votre carrière, c'est la Dolce Vita. Oui. Vous n'aimez pas qu'on en parle, hein?
Bon, non, moi j'aime, mais on parle toujours de la Dolce Vita. Ça fait 15 ans. Oui. Ça me fait vieillir. Non, mais ça a été quand même pour vous un tremplin international. Oui, la Dolce oui, ça Vita. c'est vrai, oui. 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 Fellini. Mais c'est pas le film que je préfère. Tiens, pourquoi vous avez un peu de rancune pour la Dolce Vita? Non, mais j'adore ce film-là. Et j'ai toute la reconnaissance pour Fellini, qui me l'a confié à la place de Paul Newman, parce qu'à l'époque, les producteurs voulaient Paul Newman pour ce rôle-là. Oui, Non, mais je veux dire, c'est pas le film. C'est un film que j'adore, mais du travail que je fais là-dedans, je suis pas tellement fier. Je suis plus fier de 8 et demi, ou de Divorce à l'italien, ou d'Allons enfants, pour parler d'un film plus récent, ou même de La fin du dimanche, autrement là, notre ami le producteur. il va être fâché. Oui, mais là, il est Non, content. mais en plus, c'est vrai. Oui, bah, en plus, c'est vrai. Mais alors, moi, je crois bien comprendre ce qui vous gêne dans la Dolce Vita. Si vous voulez, je recevais il y a quelques mois Michel Piccoli sur ce même plateau. Et en fait, je pourrais dire que à vos deux niveaux, à l'un et à l'autre, il y a quelque chose de parallèle. Tous les deux, vous avez été à un moment donné classés dans des registres de comédiens comme le séducteur. Bon, vous avez eu l'intention, comme Michel Piccoli, de vous en évader, ce que vous avez fait avec des films d'ailleurs de provocation au niveau de votre public. Oui, c'est vrai. Et c'est la chose qui me gêne, je me fâche quand les gens me demandent, bah, vous êtes le Latin Lover, vous êtes le séducteur. Mais je ne suis pas du tout un séducteur, même pas un Latin Lover. Allez, vous n'avez jamais regardé mes films. Si vous aurez regardé mes films avec une certaine attention, vous aurez remarqué que j'étais jamais un séducteur, jamais un Latin Lover, plutôt un impuissant, si vous voulez. Pas dans la Dolce Vita. Ah bon, oui, il était victime. Il Oui, croyait. c'était une victime. Il n'était pas un conquis, il était conquis, toujours. Oui. Conquéri, Oui. non, conquis. Conquis, oui. Conquis, toujours. On lui faisait violence. Voilà. Oui. Dans 8 et demi, il était un demi-impuissant. Puis j'ai fait un film qui s'appelait Casanova 70, il est un autre impuissant. Divorce à l'italien, c'était un autre impuissant. C'était une série, une galerie d'impuissants. Chose qui m'a toujours amusé beaucoup, parce que j'ai toujours aimé détruire l'image et l'idée de l'italien latino vert. Amateur, ce n'est pas vrai du tout. L'italien est amateur comme tous les autres, avec une grande limite. Il a besoin de parler, de construire une histoire, de croire que c'est un grand amour. Alors vous voyez la mesure de l'impuissance. J'ai toujours dit à des femmes étrangères surtout, si un Italien dans la rue, comme vous dites, il vous suit, vous dit des choses quelquefois vulgaires, quelquefois charmantes, mais proposez d'aller au lit tout de suite. Il partira en grande vitesse. Parce qu'il a peur. Donc, alors, je me suis amusé à toujours tenter de détruire cette image conventionnelle et stupide. Oui. L'italien, je crois, est beaucoup plus intéressant du latino vert. J'ai l'impression quand même, si vous me permettez l'expression, j'ai l'impression que vous êtes un peu misogyne quand même. Moi, je le suis, oui. Qui ne l'est pas? Les hommes sont misogynes, par nature, par naissance, je crois. Pourtant, dans le milieu cinématographique, sans tomber dans les gazettes, vous avez quand même la réputation d'un grand séducteur. Alors comment on concilie la misogynie et cette réputation-là? Je ne sais pas, parce que j'aimais des femmes qui sont populaires, qui sont connues, alors... Pardon qui sont populaires, qui sont connues, qui sont fameuses. Alors, quand un homme, il a la chance d'aimer une femme fameuse, pour le public, il oublie qu'il est acteur lui aussi, c'est un grand don Juan. Mais c'est pas vrai. Donc je disais que vous avez passé les vitesses au niveau carrière pour vous échapper un petit peu de cette image de marque et avec des films, on peut citer quand même des films avec Ferreri notamment, où là vous vous êtes échappé de ce ghetto typé de séducteur, comment vous avez catalogué. Avec Ferreri, même je pensais à La Grande Bouffe qui a fait le bruit. Oui, mais même là, c'était l'image d'un séducteur impuissant lui aussi. Parce qu'il y a un moment dans lequel il crie, mère, même comment, tous les soirs, je dois faire l'amour, pourquoi je n'arrive pas? Donc, vous voyez la limite. Mais j'ai fait des films dans lesquels j'avais composé des caractères, des personnages qui, vraiment, ils n'avaient rien à foutre avec les aventures d'amour ou l'amour en général. Je me suis piqué d'être vraiment, ou de montrer au cinéma, d'être un acteur qui était capable, comme au théâtre, de faire différents caractères. Oui. Disons l'acteur qui a beaucoup de possibilités. Ça, je le dis sans pudeur. Alors, de fait de travailler avec Fellini, si vous permettez, on va faire une parenthèse. Vous avez quand même fait 2 films avec Fellini. 2, oui. 8 et demi et la Dolce Vita. Alors, beaucoup d'acteurs rêvent de travailler avec Fellini. C'est un rêve de carrière pour un acteur. Et beaucoup d'acteurs disent aussi que c'est très aliénant de travailler avec Fellini, tant son emprise est grande, tant les impératifs sont précis. Quelle est votre
Quel est votre sentiment? Avec Fellini, on s'amuse tout le temps. C'est pas du travail. C'est une blague continuée. Bon, oui, c'est comme à l'école. On fait des blagues. On se moque du professeur, du maître, de la maîtresse. C'est comme ça, faire du cinéma avec Fellini. L'acteur qui souffre avec Fellini, bon, c'est pas un grand acteur. Ah non, c'est quelqu'un qui est habitué à une école un petit peu obtuse, comme certains acteurs américains, lesquels il faut tout expliquer, il faut tout dire. Ils ne sont pas capables même de comprendre tout de suite ce qu'est l'état d'âme ou l'envie d'un metteur en scène. Vous auriez aimé... Ils sont académiques, voilà. Oui. Vous auriez aimé être choisi par Fellini pour interpréter le Casanova? Mais oui, évidemment. Ah, cette sincérité vous honore. Eh oui, mais certainement. Mais écoutez, mais avec Fellini, on est prêt à faire tout. Oui. Sur un simple coup de téléphone, vous y allez, quoi. Mais oui. Alors, avec Ferreri aussi, qui C'est la même chose. Qui est un monstre sacré Oui. du cinéma italien dans un autre domaine. Oui, c'est la même chose. Alors, comment ça se passe, les tournages avec Ferreri? Il paraît que c'est quand même très, très particulier. Là, je crois que c'est beaucoup plus l'improvisation. Oui, si vous connaissez Ferreri, vous êtes d'accord avec son monde, ses idées. On n'a pas besoin de dire trop de choses. Ça suffit qu'il fait un petit geste. D'ailleurs, il fait jamais plus qu'un petit geste. Oui. Parce qu'il se fatigue beaucoup, il n'aime pas expliquer les choses, ou on le comprend, on ne le comprend pas. Le public peut se demander comment il comprend, on ne comprend pas. Mais oui, si vous êtes complice de lui, si vous le connaissez dans la vie, vous savez très bien ce qu'il veut dire. Il suffit qu'il vous donne une idée. Et là, vous êtes tout de suite d'accord, et vous êtes complice de son aventure, de sa aventure, et vous le suivez, et vous réalisez ce qu'il voudrait, ce qu'il veut voir réaliser. Donc, il vous laisse aller. Oui. Et puis il a une méthode aussi, paraît-il, très infaillible pour faire arriver les acteurs à l'heure le matin au studio. Moi, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est cette légende? C'est-à-dire que le premier acteur qui arrive a les meilleurs plans et ceux qui arrivent en retard... Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Oui. Si l'acteur n'est pas présent, s'il fait des caprices, il utilise l'autre acteur. Oui. Il y a eu une très grande récompense dans votre carrière d'acteur. C'est quand même, vous avez le prix d'interprétation du Festival de Cannes, oui, avec un film qui s'appelait Drame de la jalousie, un film que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Énormément, oui. Énormément. C'est important pour un acteur parce que les acteurs qui n'ont pas ce prix disent « Oh, mais Cannes, c'est sans importance ». Est-ce que c'est important pour un acteur? Non, c'est pas vrai. Un prix d'interprétation, pourquoi? C'est important, ça fait plaisir, en tout cas, c'est ce qui nous... Ce qui encourage dans une carrière, j'imagine. Oui, qui vous encourage. Qui dynamise. Ça veut dire officiellement que les gens ont reconnu que vous étiez bien, voilà. Et si vous avez cru dans ce film-là et dans ce caractère, dans ce personnage, eh bien, vous êtes content. C'est comme faire une course, arriver les premiers. C'est bien que les gens vous disent, voilà, bravo, le premier. Oui. Si personne n'est là, vous regardez, la satisfaction reste. Mais on peut avoir encore de petits doutes. Peut-être que l'autre n'était pas tellement bien. Vous avez fait une carrière internationale. Vous avez notamment tourné à Hollywood. Non, vous avez été à Hollywood? Non, jamais. Je suis allé à Hollywood comme ça en visite. Pour voir? Pour voir. Et je ne me suis même pas amusé, franchement. Non? Non. Je me rappelle, une fois, je suis arrivé plein d'enthousiasme. Et le lendemain matin, très tôt, je me suis levé sûr de rencontrer des acteurs, aller au café, voir, je ne sais pas, à l'époque, encore il y avait Clark Gable, celui-là, l'autre. Et quand je suis sorti de ce fameux hôtel, comment ça s'appelle, Beverly Hills Hotel, oui, au contraire, il y avait un boulevard immense avec des Cadillacs qui passaient comme ça, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et j'ai quitté tout de suite Hollywood. Hollywood, c'est rien. Hollywood, ce sont des villas, c'est un village, plein de villas, français, italiens, suisses, allemands, je sais pas, c'est comme maison et jardin. Oui, mais indépendamment du paysage. Il n'y a pas une humanité, il n'y a jamais une merde par terre. Tout est bien réglé, il n'y a jamais un morceau de papier, rien. Si vous vous promenez, la police vous arrête, vous allez. Mais je me promène. Pourquoi? Mais je ne sais pas, je vais regarder. Non, ça, c'est pas normal. Non, et je l'ai compris après, oui, c'est vrai, ils ont raison. La police a raison, c'est pas normal. Parce que c'est une vie qui n'a pas de vie. Donc, si vous vous promenez, vous cherchez quelque chose qui est étrange. Non, mais oublions le paysage et parlons des réalisateurs américains. Vous auriez peut-être aimé tourner un film avec l'un des grands réalisateurs Mais non, américains. à l'époque, c'était la fin d'Hollywood, donc je n'avais pas d'intérêt. Je suis allé là-bas comme voir un musée, mais un musée qui m'avait fasciné toute ma adolescence, toute ma jeunesse. Donc c'était une visite, c'était un devoir presque d'aller voir là-bas.
Je voudrais que l'on parle de la santé du cinéma italien. C'est une santé quand même frappante. C'est un cinéma qui continue de drainer beaucoup de spectateurs. C'est un cinéma qui comporte un certain nombre de réalisateurs de grands talents. Oui. Quel est, d'après vous, comment vous le voyez, ce cinéma italien? Moi, je le vois très vivant, comme toujours, il a été toujours. Oui. Après la guerre aujourd'hui, très vivant. Malgré tout, malgré les problèmes économiques surtout. L'Italie, tout le monde le sait, ce n'est pas un pays riche, on n'a pas de dollars là-bas. Donc, faire du cinéma, ce n'est pas facile, comme des autres activités. En plus, il y a la confusion politique, donc chose qui rendent tout encore plus difficile. Je ne sais pas, les Italiens, évidemment, ils sont un esprit qui leur permet de survivre malgré tout. Je vais, et on arrive à faire des choses encore. Et bien, je dois dire. Au niveau des scénarios que l'on vous propose en Italie, vous avez quand même une gamme de choix importante, des histoires intéressantes. On dit que dans le cinéma, ce sont justement les scénarios, les bons qui manquent le plus. Est-ce qu'en Italie, c'est un peu différent? Ça, c'est commun à beaucoup de pays. Évidemment, la chose la plus difficile, c'est d'avoir de bons scénarios. Et souvent, on lit des scénarios qui sont vraiment rien. Et on se demande pourquoi on fait ce film-là. Mais là, il y a une sorte de... Je ne sais pas, c'est comme la Coca-Cola, personne l'aime et tout le monde la demande. Je ne sais pas pourquoi. Mais, en somme, il y a, heureusement, encore un suffisant numéro de metteurs en scène qui, au contraire, sont capables de raconter des histoires très valables et très intéressantes. Et puis, vous avez fait aussi des carrières en France. Vous avez une approche aussi du cinéma français. Quel est votre sentiment? Mais pas tellement français. Au fond, le deux films les plus intéressants que j'ai fait à Paris, j'ai été dirigé par un metteur en scène italien qui était Ferreri, dans La Grande Bouffe et Touche pas la femme blanche. Puis j'ai fait un film intéressant, lequel je suis lié avec beaucoup de tendresse, qui s'appelle Salut l'artiste. Mais à part ça... Yves Robert. Yves Robert, oui. Oui. Et ça, c'est tout. Qu'est-ce qui vous frappe? Quelles sont les différences que l'on peut faire entre le cinéma italien et le cinéma français pour un acteur, de votre point de vue? En France, il y a trop papa, la police, les gendarmes, le flic. Non, je parle de cinéma. Hein. Oui. Je parle du cinéma. Oui. Ah oui, il y en a beaucoup dans les films, vous trouvez? Oui. Là-bas, je m'excuse, mais c'est toujours papa, et arrive Belmondo, puis arrive Delon, puis arrive l'autre. Ils sont tous toujours avec un revolver dans les mains. Ça, je ne comprends pas. Vous me direz, mais ça c'est un petit peu trop facile, un petit peu sans plus. Puis évidemment, il y a Truffaut, il y a Mal, il y a des autres, même quelques jeunes. Pascal Thomas, voilà. Et Ruffio, le metteur en scène que j'aime beaucoup, peut-être vous ne le connaissez même pas. Mais, Si. en somme, moi je trouve que c'est un cinéma mineur, franchement. Oui. On pourrait me dire, moi là, parce que tu es parti, tu as quitté la France, alors tu as de la rage. Non, c'est vrai. La France est assise, comme ça. Il n'y a pas... Et pourtant, c'était un cinéma toujours très efficace et très valable. Mais peut-être, il faut que les choses là-bas bougent de quelque façon. Je voudrais qu'on revienne au cinéma italien, non pas pour faire diversion, si vous avez encore un mot sur le cinéma français, sans problème. Alors, au niveau du cinéma italien, peut-être ce qui frappe, c'est que très souvent, quand même, dans les films, on voit revenir une génération d'acteurs consacrés. Bon, il y a vous, il y a Gassman, il y a Sordi, il y a Volonté, etc., etc. Est-ce qu'il y a, au niveau comédien et comédienne, à votre avis, une relève qui vient derrière? Pas tellement. Mais ça, c'est pas la faute des acteurs jeunes. Évidemment, il n'y a pas une génération de jeunes metteurs en scène engagés, intéressants, capables de raconter des problèmes, des histoires liées à leur jeunesse. Et donc, il n'y a pas pour les jeunes acteurs l'occasion de s'imposer, de se montrer et de montrer leur qualité. C'est encore un cinéma lié à des metteurs en scène d'âge moyen. Oui. Bah, Bertolucci est jeune. Moyen-âge, âge moyen, c'est différent. Bertolucci est jeune, par exemple. Oui, il est jeune, mais il raconte des histoires liées à sa jeunesse. Donc, il termine pour parler de ses parents ou de gens plus âgés. Oh, puis c'est un metteur en scène, puis il y a Belloc, jeune. Oui, il parle de problèmes de jeunes. Et son dernier film, qui est superbe en plus, dans ce film, il a employé de jeunes acteurs. Mais, je veux dire, pour imposer une nouvelle génération d'acteurs, ce n'est pas suffit 1, 2 ou 3 metteurs en scène, il faut 15. Oui. Et pour le moment, en Italie, encore les grands metteurs en scène, ou la plupart des metteurs en scène, ils sont entre 45 ans et 60 ans. Quand on fait un petit peu une analyse du milieu cinématographique italien, au niveau des acteurs notamment, on
on a à peu près la certitude, ou tout au moins l'impression, que ce sont vraiment des hommes très engagés politiquement à l'intérieur de la politique de leur pays. Est-ce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un acteur engagé politiquement, au niveau de vos choix de films? Je ne suis pas tellement engagé politiquement, mais je ressens beaucoup de ce qui se passe dans mon pays et dans le monde entier. Donc, si vous voulez, sans avoir un couleur très claire et très nette, politiquement, je n'ai pas d'une couleur politique, même si je suis à gauche. Et un artiste, je crois qu'il doit l'être. Je suis socialiste, voilà. Mais ce n'est pas ça qui me pousse à faire une choix si j'ai la possibilité. C'est que, je crois, personne peut pas... Aujourd'hui, tout le monde doit prendre bien une position. On est bombardé par tellement d'événements incroyables, dégoûtants, presque toujours dégoûtants, des scandales. Moi, je suis un citoyen comme les autres. Le rôle de la Terre qui vit dans un paradis qui n'appartient pas à la réalité, ça n'existe plus. Donc, moi aussi, je suis bouleversé par ce qui se passe autour de nous. Et donc, si j'ai la possibilité, c'est vrai, je préfère choisir un film qui puisse aller contre, se battre contre tous les scandales et toutes les choses horribles et négatives qui se passent chez nous, chez vous, partout. Peu chez vous pas, peut-être, mais on ne se juge pas. Dans le monde en général, voilà. Quand on vous regarde, quand on vous connaît, en apparence, on a l'impression que vous êtes un homme paisible. En fait, vous êtes un homme révolté. Mais je suis avant tout avec moi-même. Je ne m'aime pas tellement. Parce que j'essaie d'avoir beaucoup de limites, de n'avoir pas profité des chances que j'ai eues dans la vie. Dans le décours peut devenir trop sérieux ou dégoûtant, parce que quand on a le temps de dire quelque chose un petit peu plus sérieux, on se moque de lui. C'est vrai, je ne suis pas fier de moi-même, de comme moi je me suis conduit dans ma vie, du moment que j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, je le suis avec moi-même et je le suis même avec les autres. Qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie pour que vous ne soyez pas fier? D'avoir fait trop d'erreurs stupides, très stupides, c'est vrai, lesquelles je ne voudrais pas parler, sont trop personnelles. Comme citoyen, ce qui me gêne, je vous l'ai dit, oui. Et il y a trop de merde. Au niveau de la carrière professionnelle, quand on regarde votre filmographie, vous vous êtes rarement quand même compromis dans ce que j'appelle des films alimentaires. Vous avez tourné Fellini, Visconti, Antonioni, oui, De oui. Sica, Ferreri. Oui, il y a excusez du peu. Non, attention. Il y a des films qui ne sont jamais sortis de l'Italie, dans lesquels j'étais pas bien, parce qu'ils n'étaient même pas des films bien. Voilà. Les mauvaises choses, rarement, elles sont une vie, une possibilité d'exploitation partout, en somme, non? Et heureusement, ou malheureusement, elles restent là. Peut-être malheureusement, parce qu'il faudrait bien que tout le monde les voit, même les erreurs. Est-ce qu'un acteur à votre niveau, c'est-à-dire quand même un homme qui a la possibilité de choisir, peut planifier sa carrière? Par exemple, quelle est l'orientation maintenant de votre carrière dans les 5 prochaines années, etc. Est-ce que vous avez une idée précise ou c'est au coup par coup? Oui, c'est de possiblement vraiment participer toujours à des films qui puissent dire quelque chose, mais même dans l'amusement, attention, je ne vais pas être sérieux. Mais l'argent ne compte pas? Relativement. J'ai découvert, après plusieurs années, qui vraiment ne peut rien résoudre. Sinon, toujours les problèmes d'une maîtresse, une maison, la piscine, la voiture. Rien de plus. Non, sur le plan des sentiments, l'argent ne peut rien faire. Vous avez peur de cet engrenage de luxe, l'argent, la piscine, non, la mais maîtresse, en plus, etc. J'ai vu qu'après tout, je ne suis même pas réussi à mettre de l'argent à la banque. Donc, ça n'a pas valu la peine de donner à l'argent de l'importance. Vous avez le sentiment d'être un homme libre par rapport à l'argent et à votre profession? Oui, ça oui. Non, par rapport à l'argent, oui. Par rapport à ma profession, non. Parce que ça m'arrive quelquefois, malgré tout, de croire dans un projet qui est valable et puis découvrir qu'il ne l'était pas. Et là, je me suis trompé. Ça, c'est emmerdant. Parce qu'on découvre qu'on a des limites quand même. Vous savez, je vais vous faire une confidence. La première fois que je vous ai rencontré, c'était, je le disais en début d'émission, l'année dernière à Cannes. Et le premier abord avec vous est assez glacial, mais on découvre avec un tout petit peu de temps un homme chaleureux. Pourquoi vous Pourquoi présentez... j'étais glacial? Pourquoi Quelle heure est-il du matin?
Non, c'était pas le matin, c'était l'après-midi, mais le soleil tapait fort, ce qui n'est pas quand même une raison. Mais je soupçonnais que derrière cet iceberg, il y avait quand même un homme chaleureux. Bon, peut-être j'étais malheureux, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut jamais oublier que le climat d'un festival, c'est très gênant. Et nous, on se sent toujours des animaux, même si l'image est rhétorique, observés comme au jardin d'acclimatation. Et on voudrait bien être là au festival pour regarder ce qui se passe, mais sans que les gens nous remarquent. Comment on dit, nous remarquent, oui. On se sent... on a l'impression de devoir dire toujours des choses importantes quand tout le contexte est un petit peu gênant, parce que c'est une sorte de cirque, mais pas un cirque comme le cirque de Fellini, un cirque très moyen, souvent vulgaire. Et l'acteur découvre d'être au milieu de gens qu'il n'a jamais rencontrés dans sa profession, qui n'ont rien à foutre avec le cinéma. Il y a des messieurs qui sont là avec une petite maîtresse et vous êtes mélangés à eux. La petite maîtresse, ça va très bien, je veux dire. Mais vous êtes au même niveau, sont souvent des gens vulgaires. Et en somme, vous êtes braqué, vous êtes un animal poursuivi, chose qui c'est même ridicule parce que vous vous demandez mais pourquoi moi je suis tellement important, et puis vous ne l'êtes pas du tout pour ces gens-là. Vous êtes seulement un moyen pour diffuser un produit. Alors c'est pour ça peut-être que moi j'étais glacial, comme vous dites. C'est Vous peut-être devez le une forme comprendre. de timidité aussi. Mais tous les acteurs sont timides. Autrement, ils ne seraient pas des acteurs. Alors, je vous dis au départ de cette conversation, on a besoin de s'accrocher à des personnages pour s'enrichir, pour prendre de la force. Eh bien, écoutez, je suis heureux que nous ayons pu dépasser ce soir l'image du Festival de Cannes pour révéler l'homme chaleureux que vous êtes. Et je crois que tous ceux qui vous ont écouté auront eu le même sentiment que moi. Marcello Mastroianni, je vous remercie. On ne se quitte pas parce que nous restons ensemble. Tout au moins, les téléspectateurs vont rester avec vous pour un film dans lequel nous allons vous retrouver. En tous les cas, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous.